Leur fils était un garçon sans histoire. Mon petit Pierre, c'était un petit garçon qui était choyé, qui était aimant. J'étais souvent dans les 2, 3 premiers à l'école. Il était plein de volonté. Il avait même trouvé par lui-même un contrat d'apprentissage. Mais un jour, ils ont découvert l'impensable. Le matin à 6 h, on a eu une perquisition à la maison. Il est arrivé 12 gendarmes. Ils m'ont dit que mon fils était soupçonné de trafic de drogue. Il commençait à faire un trafic de cannabis au collège. Les parents d'élèves avaient porté plainte et là, il a été incarcéré depuis environ une semaine. J'ai ouvert sa chambre et puis c'est là que j'ai découvert le mot. Papa, maman, je suis partie aider les Syriens et les Syriennes, ne vous inquiétez pas, je vous aime, voilà. Et le soir, j'ai regardé les actualités en Irak. Il y a un Français qui s'est fait tuer en attentat de suicide. Il s'est mis dans un camion avec 6 tonnes de poudre. Et c'est comme ça que j'ai découvert la mort de mon fils. Comment ces enfants ont-ils pu glisser à ce point sur la mauvaise pente? Il y a un mal-être qui est là et il ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est l'effet boule de neige. C'est une petite bêtise qui fait qu'elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et au bout d'un moment, vous ne pouvez pas l'arrêter. Avec tout ce que je sais, je pense qu'on aurait pu sauver notre fils de ce s'engrenage-là. Notre petit Pierre, je ne pense pas qu'il savait ce qui l'attendait. Bonjour à tous, merci de nous renouveler notre fidélité chaque jour et merci à nos invités d'avoir pris place sur le plateau de Toute une histoire. C'est un témoignage bouleversant que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui, celui de Marie-Agnès, dont le fils a fait la une de l'actualité. Pierre était un jeune homme sans histoire jusqu'à ce qu'il décide de partir faire le djihad en Syrie. Et il y a 4 mois, il a trouvé la mort dans un attentat suicide en Irak. Marie-Agnès est aujourd'hui dans l'incompréhension et elle se demande comment son fils a pu en arriver là. Elle a accepté de revenir avec nous sur cette disparition très récente. La douleur d'une mère, c'est le titre du reportage que nous lui avons consacré. C'est à Port-sur-Saône, dans ce village paisible, que Pierre, le fils de Marie-Agnès, a fait ses premiers pas. Ici, rien ne laissait présager qu'il deviendrait un jour un terroriste. 4 mois après l'annonce de sa mort en kamikaze, les habitants du village sont toujours sous le choc et personne n'accepte d'en parler. Est-ce que vous pourriez répondre à une question? Sans être filmé? Non, c'est 2 questions. Non, je suis en plein travail là. Depuis que son fils est mort en martyr, Marie-Agnès est hantée par les conditions de sa disparition et surtout par son absence. D'ailleurs, depuis le départ de Pierre en Syrie en octobre 2013, le temps s'est figé. La chambre de mon fils est là et je préférerais ne pas y rentrer. Je préfère garder ça pour l'instant pour nous. C'est nos moments d'intimité, de privé. Donc je préfère pas montrer pour l'instant la chambre de mon fils. Elle est avec son odeur, elle est avec ses objets, elle est avec les choses personnelles, donc je préfère pas. Après, je vais pas en faire un musée. Je vais pas, parce que mes petits-enfants ont besoin aussi de vivre, et nous aussi. On ne veut pas vivre toujours avec les souvenirs, c'est dans notre cœur. Cette maman s'accroche à ses souvenirs pour entretenir la mémoire de son plus jeune fils. Voilà les photos de notre fils qu'on a mis 2-3 par-ci qui nous plaisent, on change, qu'on regarde. Il me reste sa petite dent qui ne me quitte pas. J'ai mis sa première dent dans un petit peu dentif. Elle ne me quitte plus depuis qu'il est parti. J'ai toujours avec moi. Et quand je ne l'ai pas, j'ai l'impression que je le laisse. Donc elle est toujours vers moi. Pierre s'est converti à l'islam à 16 ans, sans rien dire à ses parents. Pourtant, il lui avait donné une éducation catholique. Il a d'ailleurs été baptisé dans cette église. Bon, le Coran, il a voulu essayer de connaître. Nous, on lui a expliqué à notre façon ce qu'on connaissait du Coran. Pas grand-chose, que c'était une belle religion aussi. Aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je pense qu'on aurait pu sauver notre fils de cet engrenage-là.
Notre petit Pierre, je pense pas qu'il savait ce qui l'attendait. Et c'est très dur parce que je sais que je ne viendrai jamais faire son dernier adieu dans une église. Je ne pourrai jamais le récupérer. Et je crois que c'est ça le plus dur pour une mère, de ne pas pouvoir faire le deuil. Je pense qu'il ne méritait pas ça. Aurélie, une proche de la famille, a très bien connu Pierre. Elle non plus ne comprend pas comment le jeune homme a pu basculer dans le terrorisme. Ça va? Oh oui, et toi? Montrer les photos de... Il a toujours eu les cheveux frisés, hein, donc. Oui. Aujourd'hui, elle vient soutenir Marie-Agnès avec Ange, son nouveau conjoint. Pour moi, Pierre, ça reste un jeune dynamique, voilà, qui aimait la vie. Pour moi, c'était pas lui. Voilà, il s'est passé quelque chose, il a fait la mauvaise rencontre au mauvais moment. Je pense qu'il était trop gentil, parce que moi je l'ai connu, on en parlait un petit peu, puis oui, c'est sûr que trop gentil, ça se voyait. On se pense à l'abri ici, en Haute-Saône, et puis finalement, ben non, quoi. On l'apprend, on tombe des nues, on n'imagine pas qu'à 2 pas de chez nous, il y a tout ça qui se passe, en fait. Enfin, je trouve que c'est un drame, quoi. Faut essayer de faire que ça s'arrête, quoi. Avant son départ pour la Syrie, Pierre voulait devenir éducateur sportif et il passait tout son temps libre avec ses amis sur son BMX. Ben voilà, ici, c'était là que j'emmenais souvent mon fils, où il pratiquait, il s'entraînait avec son BMX. Et Pierre était un enfant timide, malgré tout, sur son vélo, je ne le reconnaissais pas parce qu'il se lâchait, quoi. Franchement, il faisait des figures. Mon fils, c'était une idole, c'était un champion, c'était mon... Voilà, j'étais toujours derrière lui, je le filmais, photo, j'étais sans arrêt, j'avais toujours l'appareil, voilà, j'adorais le prendre en photo, le filmer, il aimait pas, mais après, quand on revenait, il était tout content de revoir ses films. C'est la première fois que je reviens. Passer ses après-midi ici avec ses copains. Puis il me rappelait, je venais le rechercher. Il a passé énormément de temps ici. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should have somehow realized what you got to do. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. On partage évidemment la douleur que vous ressentez et votre chagrin. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui. La disparition de votre fils est extrêmement récente. Il vous a fallu certainement beaucoup de courage pour être là. On l'a vu dans le reportage, rien ne prédestinait votre fils à prendre le chemin de la Syrie. C'est ce que nous allons aborder dans la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Un enfant à la dérive » et il faut remonter dans le temps pour tenter de comprendre comment tout a basculé. Il était, Pierre, le cadet de vos 3 garçons. Oui. Quel souvenir gardez-vous de son enfance? Mon petit Pierre, c'était un petit garçon hein, qui était choyé, qui était aimant, très facile à élever, gentil, franchement, plein de qualités, quoi. Il était vraiment... Pas de problème à l'école? Oh, pas du tout, au contraire. Souvent, il était souvent dans les 2, 3 premiers à l'école jusqu'en CM2. Et au moment de l'adolescence, ça s'est passé comment? Il était toujours aussi... Oh non, toujours pareil, toujours aussi gentil. Jamais un mot au-dessus de l'autre. Il était vraiment... Je souhaite à toutes les mamans, les parents d'avoir un fils comme on a eu. Comment vous décririez sa personnalité? Timide, il était timide, discret, très modeste. Très modeste. C'était un gamin qui était effacé. C'était pas un chef de bande? Oh, pas du tout. Oh, non, pas du tout. Il avait beaucoup de copains? Beaucoup de copains au niveau du oui, que ce soit sport, que ce soit école, que ce soit... Oui, il pouvait pas avoir il n'a jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Jamais. À l'âge de 16 ans, Pierre a commencé à s'intéresser à l'islam. Dans quelles circonstances a-t-il abordé ce sujet pour la première fois avec vous? La première fois, c'est un jour, il est rentré du lycée, il était en seconde, en première. Et puis, il nous a posé la question, tiens, je fais une disserte sur les religions. Qu'est-ce que tu penses de l'islam? On lui a répondu, moi et mon mari, on lui a dit, voilà, quoi, c'est une religion comme les autres, du moment que chacun
vit sa religion, du moment qu'il se respecte, que chacun se respecte, trouve sa place. Voilà, après, il voulait sûrement entendre ce que nous on pensait, mais est-ce que c'était vrai qu'il avait dit certes? Après, voilà, avec le recul, on se pose beaucoup de questions. Quelques mois plus tard, vous avez commencé à noter un changement dans l'attitude de votre fils. Oui, au niveau alimentation, parce que c'est surtout ça qui nous a vite mis la puce à l'oreille, parce qu'il ne mangeait plus de porc, de viande. Alors voilà, je lui dis, je lui faisais ce qu'il aimait, bien sûr. Hein. Vous lui avez posé des questions, vous lui avez demandé Oui, pourquoi? on lui a dit, mais même après, on a su quand même qu'il s'était un peu mis dans l'islam parce qu'on avait retrouvé un Coran et un tapis dans sa chambre, donc on a fait le rapprochement. Il ne mange plus de viande, c'est pour... Mais vous en parliez avec lui? On en parlait, bien sûr qu'on en parlait. Il disait quoi? Il disait, mais t'inquiète pas, ne crois pas je sais pas ce que tu penses de l'islam, c'est pas ce que tu crois, puis t'inquiète pas. Enfin, il le confirmait quand même. Oui, mais sa prière. Oui, puis on l'a bien vu. Un jour, je l'ai surpris, mais qu'est-ce que tu fais, voilà. Et puis, comme tout parent, quoi faire J'ai dit, puis on va le braquer, ça va être peut-être pire, ça va amplifier. Donc, il ne niait pas, mais il n'en parlait pas ouvertement avec vous? On en parlait, mais bon, c'est pas un gamin qui était agressif, donc on pouvait... Il s'énervait pas, même quand on lui disait des choses même qui ne lui convenaient pas. Il n'a jamais trop essayé de nous contredire, de nous... Voilà, après, puis on voulait peut-être pas y croire non plus. Et parmi ses copains, il y avait d'autres jeunes qui étaient attirés par l'islam aussi, vous l'avez su? Ah non, on n'a pas su, non. Ah non, parce qu'il était beaucoup sur son vélo, au niveau du sport, quoi. On ne l'a jamais vu avec d'autres... Donc quand même, vous vous êtes suffisamment inquiété pour le surveiller un peu, être un peu plus vigilant sur ses activités. Comment vous y êtes prise? Il y a un moment, il m'a appelé, il était parti faire du vélo, et puis il m'a appelé, et puis comme on se méfiait quand même, il a appelé d'un numéro de la mosquée. Alors là, ça m'a interpellée, j'ai dit, il va à la mosquée. Et après, après ce qu'on a fait, on a surveillé encore debout, bien plus près. On allait le chercher après tous les cours avec mon mari, on s'organisait, on le laissait jamais seul. Mais malgré tout, oui, c'est un gamin, on était toujours avec. Alors quand est-ce qu'ils ont pu un peu je sais pas. Et ses résultats scolaires baissaient pendant ce temps-là? Ses résultats ont baissé en dernière année. Donc, il y a 2 ans, et ses résultats baissaient, ses comportements en classe aussi. Les professeurs nous mettaient qu'il avait changé, qu'il avait... Donc, pareil, on lui a refait la morale. Et il nous a quand même écoutés parce qu'il a essayé de maintenir ses notes et il a eu son bac. Donc, je pense qu'il a vraiment... Vous étiez inquiète, vous, à ce moment-là? Inquiète, non, parce qu'on ne connaissait pas du tout... L'ampleur pas du tout, non, musulman, voilà... Puis vous aviez confiance en lui. Voilà, c'est surtout ça, c'est que c'est un gamin, on avait confiance, donc voilà, c'est sûrement un passage, il veut connaître, il veut s'affirmer. Bon, on ne pensait pas, plus tard, on ne pensait pas, non, on ne pensait pas du tout. Marc Gégère est avec nous, bonjour Marc. Bonjour Sophie. Pénaliste, et vous allez nous accompagner tout au long de notre émission. Dans le cadre de votre profession, vous êtes souvent amené à rencontrer des familles dont les enfants prennent un mauvais chemin, entre guillemets. Comment repère-t-on un jeune qui bascule? D'abord, il faut savoir qu'il y a un nombre assez important de différences dans les enfants. Donc c'est difficile de tracer un profil type, sinon tous les parents seraient rassurés et on n'aurait plus besoin qu'à vérifier ça. Mais disons qu'il y a un certain nombre de signes qu'on rencontre assez régulièrement. D'abord, il faut... qu'il y ait une base. Marie-Agnès nous l'a dit, son fils, c'est pas un leader, c'est plus un suiveur. C'est quelqu'un qui est introverti, qui est plutôt avec une personnalité effacée. Souvent, c'est les proies faciles pour des endoctrineurs, quel que soit l'endoctrinement qu'ils veulent perpétrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le caractère un peu secret des choses qui se passent. C'est-à-dire que mon Dieu, si on a envie de se convertir à une autre religion, on peut faire partager ça à sa famille, dire voilà, j'ai rencontré cette religion, ça m'intéresse pour telle et telle raison, on en discute. C'est le côté un peu caché
secret de cette conversion qui ne dit pas, malgré le fait qu'on a un certain nombre d'éléments et de critères qui évidemment attirent l'attention des parents. Tout ça mis bout à bout fait qu'on doit se poser des questions sur le caractère de plus en plus secret, sur le caractère vraiment introverti de l'enfant, un peu effacé, et puis ensuite, eh bien, les signes qui sont avant-coureurs d'une véritable dérive, c'est ce que Marie-Agnès a constaté en bout de course, c'est-à-dire une baisse dans la scolarité, un changement radical de comportement. Alors quand on comprend ce que nous dit Marie-Agnès sur finalement la personnalité de son fils, le fait pour lui, par exemple, d'être réactif en cours et d'avoir des remarques, etc., compte tenu de sa personnalité, c'est un changement énorme. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours essayer de regarder le comportement de nos enfants au regard de ce qui est leur normalité. Pas se dire, bon, oui, d'accord, il a bougé en cours, mais c'est pas grand-chose. Oui, mais s'il bouge jamais, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ce qui est un peu surprenant, pour terminer, dans l'histoire de Marie-Agnès, c'est que il y a véritablement une volonté, et on se rend compte que finalement, parfois, ça ne suffit pas, une volonté de maintenir le dialogue avec son enfant en permanence. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas dit « c'est hors de question, tu restes à la maison, on va te cloîtrer ». On a essayé de discuter, on lui a parlé de l'islam, on a essayé d'attirer son attention sur les différents islams qui pouvaient exister, sur ce qui pouvait être acceptable et ce qui était de l'ordre de l'endoctrinement. Et pour autant, ça n'a pas permis de le rattraper, si je puis dire. Ça veut dire que... on ne le saura certainement jamais, mais je pense qu'il a dû véritablement subir un lavage de cerveau extrêmement important. Puis vous savez, nos enfants, ils ont besoin d'un idéal. Oui, mais c'est et on constate aujourd'hui que de plus en plus, dans la vie de tous les jours, ils ont du mal à en trouver. Et ce qui est absolument abominable chez ces gens qui endoctrinent nos enfants, c'est qu'ils leur proposent un idéal qui est évidemment absolument pas le reflet de la réalité. Et quand vous dites... il ne savait pas où il allait et il ne savait pas ce qu'il attendait, c'est une certitude, Marie-Agnès. C'est une certitude. On voit encore aujourd'hui, par exemple sur Internet, des vidéos de propagande qui sont... mais il a peut-être eu l'impression qu'il partait aider des enfants quasiment dans un voyage humanitaire. Il partait dans l'humanitaire, dans sa tête, c'était ça. Et vous savez, ça, se battre contre des escrocs comme ça... Ils ont trouvé sa faille. Mais ce qui est difficile de la part de cette maman, ce qu'on a entendu, c'est que quand même elle était consciente qu'il était en train de changer, qu'il était attiré par l'islam, qu'il faisait sa prière, mais elle ne pouvait pas imaginer que cet enfant aussi bien élevé, aussi tranquille, puisse partir dans un extrémisme pareil. On ne connaissait pas. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en tant que parent? Elle ne va pas l'enfermer, elle ne va pas lui interdire. Parce qu'elle a elle-même dit que si elle lui avait interdit, ça aurait peut-être été encore pire. Mais ça aurait été pire, c'est une certitude. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La première idée qui me vient là, c'est peut-être, si jamais on a comme ça des enfants qui ont une tendance à vouloir avoir une autre approche d'une spiritualité, eh ben, il faut les accompagner. Eh ben, ok, je viens avec toi à la mosquée, on va voir. Il n'aurait peut-être pas voulu, mais fais-moi rencontrer les gens qui t'ont parlé de cette religion, ça m'intéresse aussi. Il faut toujours essayer de... C'est pas un reproche, hein, Marie. Oh non, 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 parce que... Parce que je suis parent comme vous et je cherche comme vous. C'est vrai qu'on aurait pu, mais à ce moment-là, on ne connaît pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, puis on se dit, il est en train de devenir un homme, il faut lui laisser une autonomie. Oui, voilà, puis on avait confiance, on dit, il n'ira jamais... Voilà, si ça va trop loin, je ne sais pas, mais c'est difficile de faire la distinction entre ce qui est une réaction, un changement d'attitude qui correspond à une tranche d'âge. Hein, il sort de l'adolescence, il commence à devenir un jeune homme. Il peut y avoir des changements de comportement qui sont tout à fait logiques. Arriver à faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la normalité et du logique et ce qui commence à devenir surprenant. Moi, là, ce qui m'a vraiment frappé dans votre histoire, c'est le caractère caché des choses. Je pense qu'il devait savoir que ça ne nous faisait pas plaisir aussi. Et il ne voulait pas nous faire du mal en même temps. Voilà, je pense, parce qu'il n'a jamais, nous a jamais créé de moindre souci. C'est vraiment, si vous voulez, l'histoire de Marie-Agnès, elle est surprenante dans le sens où c'est une transformation très soft qui s'opère. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui se radicalise totalement, qui dit à sa mère, mais comment tu peux t'habiller comme ça, enfin des choses qui auraient attiré l'attention. Alors que là, vraiment, on a réussi à l'endoctriner malgré le profil très gentil qu'il avait vis-à-vis de vous. Si ça avait été avec éclat, vous auriez réagi plus? Je ne sais pas, j'aurais peut-être réagi autrement.
peut-être, je sais pas comment on aurait fait, parce que aujourd'hui, je sais que j'aurais fait autrement, parce que voilà, aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'est un gamin, je vous dis, oui, voilà, c'est. Et puis je dis accompagné à la mosquée, c'est vrai qu'aujourd'hui je le saurais, je l'emmène, on fera autrement, c'est sûr. Bien sûr. Avec tout ce qu'il y a eu en place, et puis ça c'est su, aussitôt qu'il est parti, on a su beaucoup de choses, quoi. Bien sûr. Par les médias, partout, quoi. Mais voilà. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure ce qui s'est passé, ce qu'il a définitivement attiré là-bas. Jacqueline, bonjour. Merci d'être parmi nous. Cela fait 2 ans que vous vous sentez complètement désemparée. Quelle est la raison de votre inquiétude? Parce que mon fils cadet, à 17 ans et demi, a été condamné à 2 ans de prison pour drogue, trafic de drogue. Trafic de drogue. La décision de venir témoigner sur notre plateau n'a pas été facile à prendre, j'imagine. Pour quelle raison? Parce que j'arrive pas à en parler. Beaucoup de membres de ma famille ne sont pas au courant. Et depuis 2 ans, on ne parle jamais de ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à en parler? Vous avez honte? Oui, honte. Et puis, on n'ose pas dire que son enfant est en prison. Donc, pour ses collègues de travail, même ma mère, elle n'est pas au courant. Donc, j'ai commencé à ne pas oser le dire au départ. Donc, après, on ne peut plus. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé de venir en parler ouvertement à la télé? Oui. Comme Marie-Agnès, vous ne vous attendiez pas du tout à ce que votre fils prenne cette direction. On va remonter à son enfance pour tenter d'en savoir un peu plus sur lui. Il était quel genre de petit garçon? Turbulent. C'était un enfant très secret. Il ne parlait pas beaucoup et il gardait tout pour lui. Mais on ne savait jamais ce qu'il pensait. Il faisait souvent quand même des bêtises. Ah oui? Quel genre de bêtises? Au début, c'était des bêtises de petits garçons. Et puis, après, en grandissant, parfois, il était surpris en train de fumer une cigarette alors qu'il était encore jeune, ou il avait des difficultés à l'école, sur tous les domaines. Donc, vous étiez sévère avec lui? Vous le punissiez? Vous réagissiez? Je n'allais pas au bout de mes punitions. Pourquoi? Par faiblesse? Peut-être, et parce que disons qu'il avait subi des choses importantes dans sa vie, et peut-être que Qu'est-ce qu'il a subi? Il a été confronté à plusieurs épreuves. À 4 ans, il a perdu son papa et son demi-frère. Et je suis repartie travailler parce qu'avant, je restais à la maison avec eux. Et le fait de le confier un peu par-ci, par-là, je compensais un petit peu en l'écoutant peut-être un petit peu trop. Je n'étais pas assez sévère avec lui. Ça, je le reconnais, que du départ, c'était comme ça. On me l'a souvent dit par la suite. Que s'est-il passé l'année de ses 14 ans? L'année de ses 14 ans, on a d'abord eu un incendie à la maison, donc on a déménagé. Et puis quelqu'un qui lui était très très proche, un ami très proche avec qui il se sentait bien, a eu un grave accident de mobilette et il est resté complètement paraplégique. Donc ces choses-là lui ont fait beaucoup beaucoup de mal. Et encore une fois, on n'avait pas le droit d'en parler parce que tout ce qui lui fait mal... Aujourd'hui encore, on ne peut pas parler de ça avec lui. Il s'est mis à changer à ce moment-là. Comment a-t-il changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout déjà au niveau de l'école. Il travaillait déjà pas beaucoup, donc là, plus du tout. Il séchait les cours, il répondait aux professeurs. Donc on est passé au conseil de discipline et il a été renvoyé de l'école. Alors, vous avez fait appel à un juge pour enfants? Oui. Tellement vous vous sentiez dépassée? Oui, et puis démunie. Comme il était déscolarisé, j'ai écrit à la juge pour demander ce que je devais faire. C'est ce que je me reproche beaucoup d'avoir fait. Pourquoi? Parce que par la suite, on est venu le chercher, il l'a emmené en famille d'accueil puis en foyer. Et Donc ça, c'était la décision de la juge? Oui. Et votre fils l'a mal vécu? Très mal, et moi aussi. Ouais. Tous les deux, parce qu'on ne s'était jamais séparés. Donc ça s'est fait assez brutalement aussi. Il savait que vous aviez contacté la juge? Oui, mais je l'avais contacté longtemps avant. Pour avoir des conseils. En fait, oui. pas des conseils qu'elle vous a donnés. Elle a pris une décision sans vous en parler.
Donc là, il l'a mal vécu et il a réagi comment? Quand il était dans la famille d'accueil, la dame, elle n'a aucun reproche à lui faire parce que c'était quand même un gamin gentil, même qui voulait pas travailler. Il était très serviable, respectueux, mais c'est le foyer qui s'est moins bien passé. Au début, j'ai cru que c'était une issue de secours pour moi. Et puis, il revenait une fois tous les 15 jours et la moitié des vacances. Et quand il revenait à la maison, il était toujours criblé de coups. Il avait toujours, il a eu 2 fois le nez cassé, un doigt, des bleus. Et il inventait toujours des choses qui s'étaient fait là-bas en jouant au ballon. Bien, il disait pas qu'il se faisait frapper. Il subissait des violences au foyer? Oui. Donc, il a fini par revenir chez vous? Il fuguait souvent, donc il prenait le train sans billet. Il y a eu plein de contraventions. Et puis à la fin, moi, je le ramenais au foyer parce que j'avais pas le droit de le garder. Mais au bout du compte, il fallait trouver une solution parce que j'étais juste rentrée à la maison, il était déjà revenu. Donc j'ai contacté l'éducateur et on est retourné chez la juge et elle a pris la décision de le remettre à la maison parce qu'elle s'est rendue compte qu'il ne voulait plus rester là-bas au foyer. Donc il est rentré chez vous, prêt à repartir sur de nouvelles bases et de reprendre un peu sa vie en main, du moins c'est ce que vous pensiez. Oui. Et vous avez dû rapidement déchanter. À quel moment précisément? Au départ qu'il est rentré du foyer, il était plein de volonté. Il avait même trouvé par lui-même un contrat d'apprentissage. On voyait qu'il faisait des efforts. Et puis, un jour de mai 2012, le matin à 6 h, on a eu une perquisition à la maison. Il est arrivé 12 gendarmes, j'en avais partout. Ils sont allés l'interroger dans sa chambre. Et je ne savais pas du tout ce qui se passait, pas du tout. Et quand le gendarme est redescendu, ils m'ont dit que mon fils était soupçonné de trafic de drogue. Donc ils l'ont emmené, il a été placé en garde à vue et il a été immédiatement vu par la juge en détention provisoire. Et ils ont trouvé de la drogue dans sa chambre? Non, il n'y en avait pas. Mais c'était avec les appels téléphoniques. C'était la suite d'une longue enquête. Enfin, on n'avait pas été au courant, mais c'était déjà une enquête de plusieurs mois. Donc, ils sont remontés à lui avec des écoutes téléphoniques. Quelle image vous gardez de cette scène? C'est affreux, comme dans un film. Enfin, c'est surtout que y avait ma fille qui était là aussi. Et quand vous êtes bousculé, on vous envahit votre maison. Les gendarmes ont des gilets pare-balles, des casques, ils ont des fusils. On vous dit de sortir votre chien parce qu'ils vous rentrez le leur. Et puis vous réalisez même pas, vous vous demandez ce qui arrive. Parce qu'à 6 h du matin, comme ça, tout le monde débarque. On n'arrive pas à réaliser. C'est vraiment les scènes qu'on voit dans les films. Depuis, vous avez pu recueillir des informations pour savoir ce qui lui était vraiment reproché? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris alors? Au tribunal, qui faisait des allers-retours pour aller chercher de la drogue en train. Mais c'était pour donner à d'autres qui étaient plus vieux que lui. Oui. En fait, il allait chercher, il servait parce que lui, il était mineur. Donc, ils étaient tout un groupe. Je pense qu'ils ont dû se faire arrêter à 12 personnes en même temps. Et lui était le plus jeune. Donc, c'était plus facile de le faire aller chercher la drogue. Comme ça, s'il se faisait prendre, il aurait été moins puni que... Où est-ce qu'il allait chercher la drogue? À Lille et en Belgique. Il a été condamné à combien? Quand il s'est fait arrêter là, il a eu un sursis de 18 mois. Donc il a été mis en centre éducatif fermé par la juge tout de suite. Marc, comment vous réagissez au témoignage de Jacqueline? Deux réactions. La première de l'avocat que je suis, c'est de confirmer à Jacqueline qu'effectivement, son fils a manifestement été choisi pour servir de mule. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ne sont pas connus des services de police et qui sont en général mineurs parce que le risque est moins important.
si on se fait attraper quand on est mineur. Et surtout, celui qui est le véritable destinataire et commanditaire de l'histoire, lui, n'a rigoureusement aucun produit sur lui et reste un peu tranquille par rapport à tout ça. Donc je pense qu'effectivement, son passage d'abord dans un foyer a dû générer chez lui des rencontres qui ont été les plus néfastes que possible. Malheureusement, c'est souvent le cas. Il ne s'agit pas de critiquer la décision du juge pour enfants, mais trop souvent, les juges pour enfants prennent comme mesure de précaution, en quelque sorte, de sortir l'enfant de son contexte familial habituel, imaginant que la source de ses problèmes, c'est le lieu et l'entourage. Alors que parfois, il n'en est rien. Au contraire, c'est le seul endroit où l'enfant a encore à peu près un havre de paix. Manifestement, c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Alors après, effectivement, je ne suis pas psychologue, mais comme ça fait 30 ans que je discute avec eux et que je me pose la question de savoir pourquoi certains jeunes tombent comme ça en délinquance, là, on a vraiment des épisodes dans la vie de ce garçon qui sont des épisodes extrêmement marquants. Il perd son père à l'âge de 4 ans. Alors la symbolique du père en psychologie, elle est très simple, hein, c'est le rapport à la loi, c'est l'autorité. Donc, quels que soient les efforts que vous ayez pu fournir comme maman et quelle que soit votre volonté de pouvoir pallier tous ces besoins, ça, c'est un véritable manque. C'est un trou, en quelque sorte, dans la construction de ce garçon. Et donc, comme il n'y a pas de rapport à l'autorité, eh bien, ce rapport, il se fait autrement. Il se fait au travers de l'extérieur, des rencontres qu'il a pu faire. Et puis, il y a, comme chez tous les enfants qui, à un moment donné, touchent à des produits stupéfiants, il y a un mal-être à combler. Et ils tombent sur des mauvaises rencontres qui profitent de cette situation-là. Que prévoit la loi pour les mineurs dans ce genre de cas ? Alors, d'une manière générale, il y a un principe en droit français qui veut que le mineur encourt une peine d'emprisonnement, enfin une sanction qui est la moitié de celle qu'encourt le majeur. C'est ce qu'on appelle l'excuse de minorité. C'est-à-dire, on prend l'exemple de Jacqueline, en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la peine maximale encourue par un majeur est de 10 ans. Eh bien, pour un mineur, la peine maximale encourue sera de 5 ans. Voilà. Romain, bonjour. Bonjour Sophie. Le témoignage de Jacqueline doit certainement faire écho à votre propre histoire. Vous aussi, cela fait plusieurs années que vous êtes un papa inquiet et dépassé par votre fils aîné. Où se trouve-t-il actuellement ? Il a été incarcéré depuis environ une semaine. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois qu'il prend du ferme. C'est la première fois qu'il prend du ferme. Ouais. Il a déjà été condamné plusieurs fois. Il a déjà été condamné plusieurs fois avec du sursis. Alors, comment vous le décririez, ce petit garçon ? C'était un enfant déjà voulu, déjà, qui a été chéri, qui a été aimé, et qui avait déjà des difficultés à l'école par rapport à un comportement. C'est-à-dire ? Il ne supportait pas vraiment les autres. Il avait du mal à s'insérer en fait avec les autres. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit... l'autorité ? Il y avait les autres enfants, l'autorité après par la suite. Alors, à l'âge de 14 ans, il a commencé à faire ses premières bêtises. Ouais. Quel genre de bêtises ? Et là, c'était un petit peu de trafic aussi. Donc un peu de trafic, un peu de drogue. Il a l'alcool. Il a testé l'alcool. Mais bon, après, à cet âge-là, on peut dire qu'ils n'ont pas le droit. Mais voilà, ils essaient de toucher un petit peu à tout. Parce que c'est pareil, c'est défier un peu l'autorité aussi. Donc il y a eu l'alcool et il y a eu le cannabis. Non, mais toucher à la drogue ou à l'alcool, mais de là en faire du trafic, c'est pas tout à fait pareil. Le trafic, c'était après. Après ? Voilà, c'est venu après. D'accord. Son comportement, en tout cas, a subitement changé à partir du moment où il a commencé. À partir du moment, voilà, c'est ça. Vous direz quoi, qu'il en consommait vraiment ? On pense, alors il nous l'a dit quelques fois, mais après on pense qu'il en consommait vraiment. Enfin, il a été honnête par rapport à ça, il en consommait vraiment. Il est devenu comment ? Son comportement a changé. Il commençait à être agressif, l'autorité, il avait déjà du mal, mais alors là, il supportait plus. Donc c'était des remarques par rapport à ses professeurs, on était convoqués régulièrement justement par rapport à ça. Et puis, il supportait plus grand-chose, quoi. Puis l'autorité, là, on commençait vraiment à avoir du mal avec l'autorité parentale, en fait. Et donc, mais vous, c'est un engrenage. Vous étiez conscient du problème, vous saviez qu'il consommait régulièrement ? On ne l'a pas su. On l'a su une fois que l'école nous a appelés pour nous dire, voilà, en effet, il y a eu consommation d'alcool, mais ça, c'était encore autre chose. Et il y a eu... Mais pourquoi l'école vous a appelé ? Parce qu'il séchait les cours ou parce qu'il a été... Parce qu'il a été pris ivre-mort un matin en arrivant en cours. Donc ça, quand ils vous emmènent, quand ils appellent les pompiers et qu'ils l'emmènent à l'hôpital aux urgences... Il avait quel âge, là ? Et là, il avait 14 ans. 14 ans.
Et donc, il buvait avant d'aller à l'école. Mais c'est arrivé une fois, hein. C'était un test. Mais je pense que voilà, c'était le début d'un engrenage où, comme disait Maître Gégère tout à l'heure, ils se sentent pas très bien. Il y a un mal-être. On sent qu'il y a un mal-être, quoi. Mais nous, il était suivi depuis un petit moment. Vous aviez un dialogue avec lui? On avait un dialogue de parents ouverts où en disant mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, ça se passe bien à l'école, tu travailles bien. Pourquoi aussi les fréquentations? Pourquoi tu vas fréquenter d'autres enfants qui justement, tu as tendance un peu à se ressembler un peu? Il n'était pas forcément dominateur, plus du côté où il était, il a été plutôt endoctriné par quelqu'un d'autre plutôt que lui de dominer quelque part, quoi. Mais tout en sachant qu'il pouvait aussi le faire. Voilà, il avait deux personnalités par rapport à ça. Donc vous avez dû, à un moment donné, prendre une décision assez difficile. Qu'est-ce que vous avez décidé? C'était compliqué. Lui, il trouvait qu'on était une famille, excusez-moi l'expression, un peu une pourrie, qu'on était des parents nuls, qu'on ne savait pas éduquer les enfants, qu'il ne supportait plus. Enfin, il ne supportait plus personne de toute manière. Donc là, on a appelé l'assistante sociale et on a dit, ben voilà, comment on peut faire? Parce qu'il faut calmer le jeu. Nous, on est dans une certaine tension où moi, je suis devenu dans une tension nerveuse, vraiment, où c'était friction physique, limite. Donc, il fallait arrêter ça aussi. Mon ex-femme, ça l'attendait aussi par rapport à ça. Et puis lui, il ne supportait plus tout ça. Donc, on avait vu l'assistante sociale qui nous a proposé, justement, une famille d'accueil pour pouvoir temporiser. Parce qu'une famille d'accueil, c'est fait pour ça aussi. Parce qu'il y a des enfants qui ont été maltraités. Il y a un petit peu de tout dans les familles d'accueil. Mais c'est plus pour temporiser, c'est plus pour adoucir, pour dire, voilà, tu vas la semaine en famille d'accueil, tu reviens le week-end chez tes parents ou tous les 15 jours. Je ne sais plus si c'était une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et en fait, voilà, on temporise et tu vois comment ça se passe, justement, pour voir autre chose, quoi. Comment il a accepté? Il a accepté d'aller en famille d'accueil? Il a accepté parce qu'il avait une demande aussi. Donc il y avait une demande de sa part, mais il y avait une demande de notre part. C'est-à-dire qu'on a dit, toi tu demandes, mais nous aussi on demande. Donc cette décision, il ne s'est pas senti abandonné, pénalisé? Il n'y a pas eu ça. Au départ, il n'y a pas eu ça du tout, quoi. Il a apprécié aller dans cette famille d'accueil? C'était quand même un peu difficile pour lui, parce qu'il était demandeur de dire moi je veux plus cette famille-là, je vous aime plus, enfin bon voilà, c'était comme ça. Et puis d'un autre côté, c'était quand même, il se rendait compte qu'il faisait plus partie, entre parenthèses, de sa famille, quoi. Il est resté combien de temps en famille d'accueil? Très peu de temps. Il a dû rester 1 mois et demi, 2 mois maximum. Il revenait chez vous le week-end? Il revenait chez nous le week-end. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 mois? Eh bien, en fait, comme un peu malheureusement, le parcours de sa vie, c'est qu'il s'adapte très peu de temps. Il a une psychologie où en fait, il va en très peu de temps, il a un temps d'adaptation qui est assez rapide, où il va voir les faiblesses de chacun. Et en fait, il va rentrer dans ce domaine-là, où il va se servir de ça. Et en fait, il a foutu le bazar, quoi, tout simplement, dans la famille d'accueil, quoi. Et donc, il a fini par rentrer chez vous? Il a fini par rentrer chez nous. À reprendre le chemin du collège? À reprendre le chemin du collège, après plusieurs péripéties, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Et vous avez fini par avoir une relation à peu près... Il y a eu une relation équilibrée quand il est revenu, parce qu'entre-temps, on s'était séparés avec madame. Il était revenu, il y a une relation équilibrée. Et puis, ça a duré... nous, on a toujours dit à Nicolas, voilà, la confiance, ça se mérite. Ça se donne pas, ça se gagne. Et on avait perdu confiance un peu en lui. Et on lui faisait comprendre que voilà, il fallait qu'il renouvelle un peu cette confiance qu'on pouvait lui avoir. Et c'est ce qui s'est passé, parce que moi, il est revenu avec moi, il est revenu habiter avec moi. Et en fait, je lui refaisais confiance, il avait retrouvé une gaieté de vivre, etc. Et puis, ça n'a pas duré très longtemps. Puisque, quelques mois plus tard, vous avez reçu un coup de fil de... C'est ça, de nouveau, de l'école. Voilà, et qu'est-ce qu'on vous a annoncé? Qu'il avait fait, là, qu'il commençait à faire un trafic de cannabis au collège. Et que là, les parents d'élèves avaient porté plainte, parce que ça allait trop loin. En plus, c'était un collège privé. Que ça allait trop loin et là, il a eu sa première garde à vue. Alors là, votre réaction sur le coup? Les bras vous entendent, quoi. C'est une colère interne, un désarroi total. Il avait quel âge à ce moment-là? À peine 15 ans. C'était entre ses 14 et 15 ans, hein, c'est pareil. Hein. Il est temps de faire une courte pause avant de découvrir la suite des témoignages de nos invités. Si vous aussi, vous rencontrez actuellement des difficultés avec votre adolescent, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de votre histoire sur Facebook et sur Twitter. À tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous sommes de retour avec des émissions inédites. Au menu, des histoires toujours plus étonnantes et même quelques imprévus. C'était un calvaire. Les flûtes urinaires. Faut pas que trop que je rigole. Ça va aller. J'ai vomi un jour sur les pieds de mon mari.
Je vous vois à la télé. Ouais. Je me rappelle pas de votre prénom. Bon, bah, c'est pas Vous grave. êtes charmante, hein. Ouais. Dès mes 20 ans, j'avais ce désir d'enfant, mais à cause de mon anorexie, j'avais un frein. Aujourd'hui, vous faites combien? 30 kilos. Je vois ma femme dans une espèce de mare de sang. Il y avait un bébé, un petit garçon qui était dans le bidet. Les premières douleurs ne sont apparues qu'immédiatement après l'accouchement. Il m'avait prévenu, dites-lui au revoir, elle ne supportera très vraisemblablement pas le transport. Ce voyage, pour nous, c'était un grand rêve. À 12h30, premier tremblement de terre. C'était un cauchemar. J'ai 4 médecins à mon chevet qui m'expliquent que j'ai été amputé des bras et des jambes. Piloter, ça me permet d'oublier ce qui m'est arrivé, puis de me prouver que ça a valu le coup que je me batte. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes venu témoigner dans toute une histoire il y a quelques mois ou quelques années et depuis, vous avez vécu de nouveaux événements. Suite à votre passage dans l'émission, vous avez totalement changé de vie ou d'état d'esprit. Depuis toute une histoire, vous avez renoué le dialogue avec un proche ou retrouvé quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Vous étiez venu témoigner de manière anonyme et désormais, vous vous sentez prête à vous exprimer à visage découvert. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Je travaillais et le matin que je partais 1h30 avant. Et j'avais normalement un quart d'heure de trajet. Je ne le disais pas à mon mari, mais je me perdais. Où je suis, avec qui je suis, dans quelle ville, je ne savais plus rien. Il vous arrive de les oublier, les prénoms, justement? Ah, pas les prénoms que j'aime. Ah bon? Ah non. Vous vous souvenez du mariage? Ah oui, bah ça je n'oublie pas. Comment on peut oublier son mariage? Ah bah non, c'est impossible. J'étais trop heureuse. Vous dites, ce qui est beau, c'est d'être amoureux. On n'oublie pas alors? Ah non, jamais. Hein? Ça, c'est une question que j'ai. On n'oublie pas ça. On n'oublie pas, non, jamais. La maladie d'Alzheimer racontée par Lisiane, un témoignage comme on a peu l'habitude d'en entendre et une histoire d'amour bouleversante à découvrir très bientôt dans toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de toute une histoire. Les parents que nous recevons aujourd'hui pensaient connaître leur enfant, mais ils ont fini par découvrir la face cachée de leur enfant, justement, radicalisation religieuse, drogue, délinquance. Leur ado est devenu un étranger, c'est le titre de notre deuxième partie. Et nous allons poursuivre avec le témoignage de Marie-Agnès. Votre fils cadet, Marie-Agnès Pierre, a trouvé la mort il y a 4 mois dans un attentat suicide en Irak. Il s'était converti à l'islam depuis peu. Quel souvenir gardez-vous de la dernière fois où vous avez vu votre fils? La dernière fois, c'était un dimanche. On a passé toute la journée ensemble parce qu'il avait un contest. Un contest, c'est un comment une compétition. Excusez-moi. Une compétition de BMX. Alors on a passé toute la journée ensemble et on l'a ramené à la fac le soir même. Voilà. Il avait gagné sa compétition? Non, il a pas fait de bon exploit. Non, il n'était pas. Et il était comment? Il avait l'air d'aller bien? Oui, il était souriant, oui. Il était... Oui, mais bon, après, j'étais sur la touche, moi je regardais, mais lui était avec les copains, donc voilà. Mais non, il n'avait rien, puisque ses copains, je leur avais demandé s'ils n'ont pas trouvé de changement le jour-là. Non, ils ont été surpris comme nous, voilà. Il s'était laissé pousser la barbe? Oui, un petit peu, voilà, oui, c'est ça aussi c'est la dernière photo, là. La dernière photo que j'ai prise au mois d'août. Oui, elle est partie en octobre. Alors, le lendemain de cette compétition de BMX, vous avez reçu un SMS. Le lendemain soir. Oui, un soir. Qu'est-ce que vous disiez, ce SMS? Ce SMS m'a mis un mot qui m'a interpellée tout de suite et qui m'a perturbée, c'est chochotte. Parce qu'on s'appelait souvent, il me disait chochotte, tu me prends un rendez-vous, chochotte. Puis là, il m'a envoyé un SMS chochotte. Ça faisait longtemps qu'il ne vous avait pas appelé comme ça? Si, aussi, mais derrière, il y a toujours quelque chose. Chochotte, tu me prends un rendez-vous, tu me prendras... Voilà, il avait une question, quelque chose à me demander. Ouais. Ou bien, salut Chochotte, mais voilà, hein, il y avait toujours... Mais là, il ne vous a rien demandé? Je dis, ça m'a choqué, quoi. Qu'il ne vous demande rien? Oui, ça m'a interpellée. J'ai dit, là,
Bon, après, on a... Mais là, vous vous êtes dit quoi, en fait? C'est bizarre, comment ça se fait qu'il me met que ça? Et puis en discutant, ça va, oui. Et puis bon, je lui dis, t'as joué au foot, ça a été, t'as fait du sport aujourd'hui parce qu'il était en fac de sport, il voulait être éducateur spécialisé. Donc on a pas mal de SMS qu'on a échangés, quoi. Et puis dans la nuit, j'ai eu un rêve où il me demandait de l'aide. Ça m'a interpellée. Il tendait mes bras, puis maman qui m'appelait. Bon. Ça vous arrive souvent d'avoir des rêves? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, le lendemain, bon, j'ai essayé de le rappeler, parce que ça m'avait toujours travaillé ce mot-là. Je le rappelle, bon, il ne répond pas. J'ai dit, il ne répond pas, c'est que, bon, il est en cours, il a sûrement une compète. Parce que voilà. sa fac était loin de chez vous? Oui, à 60 km à peu près. Oui. Donc il ne répond pas, j'imagine que vous essayez à nouveau plusieurs fois? Oui, toute la journée, j'ai essayé. Bon, j'ai dit, voilà, après je vais le laisser tranquille. Puis je me suis dit, après, il a peut-être cassé son portable, il est tellement discret, timide, il va pas oser en demander un pour m'appeler. Et puis quand je l'appelais comme ça, s'il me répondait pas, il me répondait par la suite, il me disait, qu'est-ce que t'as encore, ma petite chochotte? Ou voilà. Je vous dis, il y a chochotte, il y a toujours quelque chose. Et puis là, il me répondait pas. Et puis le lendemain, le mercredi, là, je dis là... Bon, je travaillais le matin, puis je dis à mes collègues, voilà, je suis en souci. J'ai mon gamin, ça lui ressemble pas. Il me répond pas, ça lui ressemble pas. Elles m'ont même proposé de repartir. Je dis non, je vais attendre. Comme je travaille jusqu'à 2h de l'après-midi, j'irai après. Puis j'ai un de mes fils qui travaillait sur Besançon, donc je dis écoute, si tu peux après ton travail, va voir ton frère parce qu'il a dû casser son portable, c'est pas possible, il me répond pas. Ça lui ressemble pas du tout. Alors lui, il y est allé, il me dit maman, j'ai vu des jeunes, ils m'ont dit on l'a vu ce matin. Pour la dernière fois. Et bon, j'ai dit, écoute, rentre, moi j'y vais. Moi, il faut que je voie mon gamin. J'ai emmené même le sac de couchage. J'ai dit, s'il faut que je dorme, je dormirai là. Il est peut-être parti faire du sport, je vais attendre qu'il rentre. Et puis... Vous étiez vraiment inquiète alors? Ah oui, parce que ça lui ressemblait pas. J'étais très fusionnelle avec lui, hein, donc moi, là, le mot m'a tout de suite interpellée. Et donc le soir, je suis allée donc à la fac. Puis moi, j'ai pas voulu attendre qu'il rentre. Hein, je suis allée voir des jeunes. J'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a un gardien, un concierge? J'étais 8h du soir. Il me dit, c'est là-bas. Ils m'ont été bien gentils, ils m'ont emmené. J'ai discuté donc avec les personnes. Et puis, comme la procédure le veut, pour ouvrir la porte de chambre, il faut être 2. Donc, j'ai attendu, on est arrivé, ils m'ont fait desserrer. J'ai ouvert sa chambre et puis c'est là que j'ai découvert le mot. Vous avez découvert quoi? Un mot qu'il a laissé sur le lit. Voilà, papa, maman, je suis partie aider les Syriens, les Syriens et Syriennes, ne vous inquiétez pas, je vous aime. Et voilà, c'était... Voilà. Il a pensé à... Et ça m'a touchée parce qu'il a pensé à me laisser un mot, malgré tout. Parce que c'est pas souvent que ces personnes-là laissent un mot. Parce que souvent, c'est pas comme ça. Après, bien sûr, moi, la Syrie, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Je vais vous dire franchement, voilà, je dis pour moi, il est parti aider, c'est de l'humanitaire. Il avait quel âge, la Pierre? Il avait 19 ans. Est-ce qu'il a une écriture de tout petit garçon? Oui, il écrivait. Oui, pas de bouche. Oui. Puis je sais pas dans quelles conditions il l'a écrit, hein, ce mot-là. Hein. C'est-à-dire? Est-ce qu'il a... Bon, il l'a écrit vite fait parce que je sais pas. Ça, c'est certain que les instructions qui lui avaient été données étaient exactement l'inverse, c'est-à-dire ne rien dire, ne surtout pas prévenir de son départ et ne pas dire où on va. Et c'est pour ça, pour vous dire que l'amour qu'on avait entre nous, qu'il avait avec ses parents et lui, on avait... Il ne voulait pas nous faire de mal. Quelque part, ça vous rassure de vous raccrocher à parce que c'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai pris. Vous dites qu'il n'avait rien contre nous. C'est pas nous qu'il voulait fuir. Non, parce qu'il nous aimait trop, puis nous on l'aimait trop. On l'a tellement dit, puis je lui disais toujours, j'espère que tu ne me feras jamais de mal. Voilà, c'était un gamin qui était aimé, qui était aimant, qu'on aimait, il le savait. Voilà, et j'ai dit, il a pensé à me laisser un mot. Ça, c'est la première chose que j'ai dit quand j'ai découvert. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ce mot? Vous avez compris tout de suite de quoi il s'agissait? Non. Syrie, je ne savais pas ce que c'était, moi. Bon, quand islam, c'était islam, mais radicalisation, je l'ai su comme par la suite. Et puis, bon, après, la dame a été vraiment bien gentille, m'a dit, écoutez, on va aller voir la police. Alors donc c'est là que c'est elle qui m'a emmené à la police et puis eux, j'ai dit bon écoutez, il a 18 ans, on peut rien faire. Je dis si, vous allez faire quelque chose, regardez le mot. Puis c'est là quand ils ont vu le mot, ils ont compris et puis procédé, puis voilà. Ils vous ont dit quoi? Ils dit écoutez, ils m'ont pas voulu me faire peur. Bon, mais écoutez, on va vous prendre. Ils ont attendu un petit moment, je pense qu'ils ont téléphoné à qui il fallait et puis ils m'ont pris la déclaration quoi. Parce que normalement il avait 18 ans et 1 mois quand il est parti. Il n'enfreint pas de loi, hein?
18 ans, un mois, il est parti. Sur le territoire, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. La France punit les actions commises sur son territoire. Il a 18 ans, il décide de partir. 18 ans, un mois, voilà. Il est absolument pas susceptible d'être poursuivi pour quoi que ce soit. Voilà. Alors aujourd'hui, la loi a changé pour tenir compte de cette nouvelle particularité qui fait qu'un nombre important de jeunes Européens s'en vont faire le djihad. Maintenant, il y a une loi qui permet d'interdire le départ. Ceci dit, on pourrait en parler, savoir qu'est-ce qu'on fait. Une loi qui permet d'interdire le départ, mais quand le gamin est parti, on ne peut pas le ramener. Non. Et encore une fois, on ne peut pas, enfin à l'époque, on ne pouvait absolument pas l'empêcher de partir. Et puis on ne connaissait pas du tout. Est-ce que vous avez eu des nouvelles une fois qu'il a été en Syrie? Des nouvelles, on en a eu par mail. Après, parce que la police nous a bien... Pareil, elle nous a dit, voilà, vous aurez des nouvelles. Ils savent comment ça procédait. Quand il est rentré dans la chambre, ils ont tout de suite compris. Parce qu'il n'emmène rien du tout, même pas une brosse à dents. Donc on attendait, puis au bout de 2-3 semaines, on avait des nouvelles par mail. C'est lui qui vous en donnait? Il nous en donnait, oui, et toujours pareil. Après, est-ce que c'était lui, pas lui? Parce qu'après, on a su par la suite, c'était filtré, qu'il fallait... Voilà. Mais on lui posait des questions, il nous répondait vraiment limite. En plus, on a su qu'il fallait surtout pas leur dire « reviens, reviens ». Alors moi, je lui disais « tu sais que t'es mon bébé d'amour ». Ça, je le mettais. Je sais pas si ça leur plaisait, mais je le mettais « t'es mon bébé d'amour, tu sais que si t'as besoin, j'irai te chercher au bout du monde ». Je lui faisais comprendre que je suis là. Je lui dis « n'oublie pas ». Et puis pendant les 16 mois, on a fait que ça, de lui dire qu'on l'aimait et lui aussi. Et il vous répondait quoi quand vous disiez ça? Mais il répondait jamais. Il répondait pas aux questions qu'on lui posait souvent. T'inquiète pas, je suis bien, je fais faire du sport aux petits Syriens. Il était toujours dans l'humanitaire, vous voyez. Moi, j'avais l'idée qu'il était parti pour ça. Et pendant à peu près 9 mois, on sentait, oui, est-ce que c'était vrai, pas vrai? Toujours, on s'en raccrochait toujours à ça. Nous, c'était, est-ce que c'est vrai, pas vrai, quand on recevait. Je fais faire du sport aux petits Syriens. Bon, on lui répondait, ils doivent être heureux d'avoir un bon prof de sport. Voilà, mais c'est vrai que c'était difficile. On avait un mail, on avait l'espoir. Donc ça a duré plusieurs mois. 16 mois. 16 mois, jusqu'au 11 février dernier. 11 février, voilà, oui. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Vous vous trouviez où? J'étais hospitalisée. Et puis comme pendant ces 16 mois, c'était mon portable que je quittais pas, c'était mes mails, c'était les actualités là-bas en Syrie. Et un jour, le soir, vers 10h du soir, j'ai pris mon portable, j'ai regardé les actualités en Irak. Et j'ai vu un Français qui s'est fait tuer en attentat de suicide. J'ai dit, pourvu que ce ne soit pas le mien, comme je disais toujours, quand il y avait un nom qui se mettait, tiens, un Français, j'ai dit, pour que ce ne soit pas le mien. Et j'ai vu, j'ai avancé l'image, j'ai vu Abou Talha. J'ai dit, c'est le nom qu'il avait pris là-bas. J'ai dit, j'espère encore que c'en a un autre. Et après, j'ai vu sa photo. Alors j'ai dit, là, c'est mon bébé, voilà. Je hurlais, les infirmières sont arrivées, me disent qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est mon bébé, il s'est fait tuer. Je lui dis, voilà, c'est mon petit, c'est bon. Je m'attendais toujours à avoir une image de lui là-bas, laquelle, avec des armes, j'appréhendais toujours parce que... Et voilà, Et c'est comme ça que j'ai découvert la mort de mon fils. Quand ils sont là-bas, on se demande toujours ce que ça va être la fin. Et on ne voulait pas y croire, on voulait suivre les étapes. Pour l'instant, ils envoyaient les mails. Donc un attentat suicide, ça veut dire que c'était quoi, un kamikaze? Ah oui. Hein? Oui, il s'est mis dans un camion avec 6 tonnes de poudre. Vous imaginez ce qui en reste, quoi. Quelles questions vous hantent encore aujourd'hui? On a des questions depuis 16 mois qu'on aura toujours, parce que qui l'a emmené, comment ça s'est passé, est-ce qu'il est allé tout seul sur ce camion, est-ce qu'on l'a obligé, est-ce qu'on l'a drogué, est-ce qu'on l'a endormi, est-ce qu'on l'a... Voilà. C'est des questions, parce que ça ne lui ressemble pas, et puis je l'imagine... La première chose que j'ai demandé, quand il a fallu que je reconnaisse, bien sûr pas le corps, mais les photos, j'ai dit, j'espère qu'il a pensé à moi. Ils m'ont certifié, la première chose qu'il a fait, je pense qu'il a pensé à vous. Voilà, parce que avant de partir, même s'il était endocriné, et puis lavage de cerveau, il pensait à ses parents, c'est sûr. Pourquoi vous avez souhaité témoigner sur notre plateau? Pour que ça s'arrête. Ils ont s'arrêté, on ne pourra jamais arrêter, mais... dire aux parents qu'ils soient vigilants, et puis il y a tous les moyens aujourd'hui pour qu'on puisse faire attention et puis prévenir. Ça, c'est quoi les moyens aujourd'hui? Les moyens aujourd'hui, il y a un numéro vert. Il y a un numéro vert quand les parents voient
changement de comportement de leur enfant, au niveau de tout ça. Il y a un numéro vert? Numéro vert. Oui. C'est un numéro qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur depuis les derniers développements au mois de mai. dramatiques qu'on a connus. Oui, au mois de mai, on y Mais est votre allé. message, il faut aussi qu'il est destiné aussi aux jeunes. Ah ben les jeunes. Qu'ils comprennent bien que ce qu'on leur vend, c'est vraiment des chimères. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Le but, c'est qu'ils fassent le voyage. Une fois qu'ils ont fait le voyage, c'est terminé. C'est terminé, voilà. Oui, ben ça. Et je suis aujourd'hui fière parce que ça fait 4 mois que mon fils n'est plus là. Et j'ai une maman qui est venue me trouver pour son fils, qui dérivait. Elle a appelé le numéro vert et son fils a compris. Ça fait 1 en 4 mois. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus en 1 an et avec les années après. Donc vous vous dites, si mon fils est parti, il faut au moins que son départ serve que ça puisse servir pour que d'autres parents ne se fassent pas avoir comme nous et qu'ils ne souffrent pas autant qu'on a souffert. Voilà. On garde les souvenirs, parce qu'on a eu des beaux souvenirs et des beaux souvenirs avec lui. Alors voilà, notre vie c'est ça aujourd'hui, c'est vivre avec les souvenirs et puis empêcher, si on peut aider d'autres parents. Voilà. Ils sont vraiment, c'est des proies qu'on capte, qu'on utilise de manière totalement cynique. Et vraiment, ce sont les premières victimes de toutes ces guerres absolument abominables. Et ce que je voudrais dire surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, même notre fils, c'est un exemple, parce que c'est un gamin qui avait tout ce qu'il faut dans une vie pour être bien, et on a réussi, et ça peut arriver à tout le monde maintenant. Oui, tout à fait. Parce que la police m'a dit le jour où ils m'ont vu, quand ils ont vu le mot et tout, ils m'ont dit, mais votre enfant, est-ce que vous l'avez adopté? Je dis non. Est-ce que vous êtes séparés? J'ai dit non. J'ai dit non, le cordon n'est même pas coupé avec lui, je lui dis. Et il me dit, il n'a pas le profil. Il n'avait pas le profil. J'ai dit, il n'y a plus de profil aujourd'hui. Il n'y a plus de profil. Moi, je suis impressionnée par votre force et votre dignité, madame. Et on sent à quel point vous avez aimé votre enfant. Ah oui. À quel point vous avez été présente pour lui. Et je mesure d'autant plus votre... Et c'est ça qui me sauve aujourd'hui, j'ai aucun regret. J'ai toujours fait ce qu'il voulait, je lâchais tout pour lui, je partais avec lui en vacances parce qu'il aimait, on partait avec mon mari en vacances, on regardait où il y avait un skatepark, on a tout fait pour lui. Voilà. Donc c'est ça le message, c'est même pour un enfant qui n'avait pas le profil, même pour un enfant qui vivait dans un foyer équilibré, aimant, eh bien même cet enfant-là, il peut se faire endoctriner. Voilà. À l'abri. Oui, voilà. C'est vrai. Jacqueline, votre fils a écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme. Depuis ce jour, votre vie est rythmée, j'imagine, par les visites que vous lui rendez au parloir. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, depuis qu'il est incarcéré? Pas très bien. Je culpabilise beaucoup parce que déjà, j'aurais dû voir qu'il allait mal, j'aurais dû voir... comme toutes les mamans doivent voir, mais je ne me suis pas rendu compte à tel point il était mal. Je culpabilise aussi beaucoup d'avoir écrit à la juge, de l'avoir mis dans ce foyer, parce que peut-être les choses auraient été différentes ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais... Donc en fait, vous êtes encore plus mal que lui parce que vous culpabilisez. Oui, il me le dit souvent. Il me dit toujours, mais maman, je ne suis pas malade, je suis en prison, mais je vais bien. Mais... Il s'inquiète pour vous? Oui, il s'inquiète de vous voir autant culpabiliser? Oui, oui, beaucoup. À la fois, vous devez redouter son retour à la vie normale, sa sortie de prison, et en même temps, vous devez avoir hâte qu'il vous retrouve dans la vraie vie. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça? Déjà, j'ai fait beaucoup de démarches pour demander un peu de grâce pour qu'il sorte avant. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc, j'attends vraiment sa sortie. Et à la fois... Avec impatience et en même temps inquiétude? Oui, beaucoup. Vous avez peur de quoi? Qu'il replonge? Déjà, il va falloir avoir confiance en lui à nouveau. Ce sera difficile au départ. Ensuite, qu'il replonge aussi. Et puis, maintenant, j'ai souvent un peu la peur des gendarmes. Je suis sûre qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose où il va voir les gendarmes, je vais toujours avoir peur. Comment prépare-t-on le retour de son enfant comme ça? Comment
Alors, je vous entendais dire, j'ai essayé de le faire sortir avant, mais il y a un moyen très simple, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est de demander une libération conditionnelle, lui faire mettre en place un projet de sortie, c'est-à-dire un travail qui l'attend, ou un stage, ou une formation, et demander à ce moment-là au juge d'application des peines de procéder soit à une libération conditionnelle, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais même une semi-liberté, c'est-à-dire que dans ces cas-là, le détenu sort tous les matins de la maison d'arrêt pour vaquer à ses occupations, travail, formation, et re-rentre le soir pour dormir à la prison. C'est déjà un moyen alternatif à l'emprisonnement sec. Dans son cas, ça ne semble pas être le cas. Il est libérable quand ? Il va sortir dans quelques mois, donc il n'y a plus assez de temps. Vous savez qu'il y a une nouvelle disposition de la loi qui impose maintenant au juge d'application des peines, quand il reste plus que 3 ou 4 mois de détention, de se poser la question de savoir si on ne peut pas le sortir tout de suite. Donc maintenez votre demande, reformulez une demande de libération conditionnelle, ça peut avoir un intérêt. Je peux vous dire que pour lui qui est à l'intérieur, même si c'est 15 jours de moins, c'est 15 jours importants. Mais son SPIP m'a dit qu'on ne pouvait plus. Là. Vous en discuterez peut-être hors antenne. D'accord. Romain, vous non plus, vous ne pensiez pas que votre fils tomberait un jour dans la délinquance, et pourtant depuis plusieurs années il enchaîne les délits après le trafic de drogue. Quelles autres infractions a-t-il commis ? Il y a eu vol, il y a eu cambriolage, il y a eu agression, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors il y a quelques mois, il est passé pour la première fois en correctionnel pour un vol à l'arraché. À quelle peine a-t-il été condamné ? En fait, il a été condamné à 3 mois ferme. Mais le juge l'a infirmé, si vous voulez, mais il l'a pas condamné, il n'a pas été condamné directement. Donc en fait, en gros, il a laissé l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête en disant voilà. Moi, je pensais que ça ferait l'électrochoc parce que quand vous passez devant le juge pour enfants et que vous passez en correctionnel, c'est pas du tout la même chose. Quand en correctionnel, vous passez avec les menottes, vous êtes avec d'autres détenus. Il y a les gendarmes, il y a des civils qui sont là dans l'audience, comme un peu sur le plateau aujourd'hui. Moi, j'étais là aussi. Et on ne vous parle pas du tout comme on parle avec un juge pour enfants, ce qui est un peu logique. Un juge pour enfants, on va dire c'est pas bien ce que tu fais, on va te taper un peu sur les doigts, mais tu recommences pas. Et là, le correctionnel, c'est pas du tout ça, quoi. Et la menace a fonctionné ? La menace, quand il est sorti, a fonctionné. Ça y a fait vraiment, ça y a mis un coup. Parce que moi, il m'a dit je veux pas aller en prison. Donc je dis maintenant, Nicolas, si tu veux pas aller en prison, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour justement s'en sortir. Donc il est revenu à la maison, j'ai repris à la maison, on a remis un peu pendule à l'heure, il a voulu se réimpliquer, etc. Et puis ça n'a pas mis longtemps pour de nouveau replonger, tout simplement. Et alors là, il est en prison depuis quelques jours ? Et là, il est en prison depuis un peu plus d'une dizaine de jours. Il est condamné à... Il n'est pas condamné beaucoup, il a pris 15 jours. Donc en fait, le juge d'application, il a juste dit voilà, on va te faire juste goûter du bout des lèvres, on va dire entre parenthèses, ce que c'est. Et puis si tu veux y retourner, tu sauras comment faire. Et par contre, là, les 3 mois seront fermes. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? On ne pensait pas qu'il irait jusqu'à là. Mais on sent quand même une certaine... voilà, il est perdu aussi, quoi. D'un côté, on dirait qu'il ne peut pas revenir en arrière, alors qu'il a la capacité de le faire. D'un autre côté, il voudrait le faire, mais il ne peut pas. Et comment ça se passe depuis qu'il est en prison ? Est-ce que ça a été quand même pour lui un électrochoc ? Eh bien, je vais vous dire honnêtement, on n'a pas de nouvelles. D'accord ? Donc il faut 10 jours déjà pour commencer à rentrer en relation avec lui. Parce qu'il faut écrire au procureur de la République, il faut faire tout un courrier avec tout un dossier, etc. Et comme il n'a pris que 15 jours, eh ben voilà. Là, on est dans l'attente des nouvelles incessamment sous peu, parce qu'on lui a ramené des affaires samedi dernier, parce qu'il n'avait rien. Et c'est très compliqué. Donc là, on sait, entre parenthèses, on sait où il est. Ça nous réconforte un petit peu parce que pendant un moment, il était plus chez moi, il était plus chez sa mère, donc il vaguait. Et là, on sait où il est, mais on ne sait pas comment il va sortir, on ne sait pas dans quelles conditions, psychologiquement comment il est, etc. Donc vous êtes très inquiet. Ah, c'est très compliqué, on est très inquiet. Aussi bien moi que sa mère. Marc, Romain a tout fait pour mais alors ça, c'est vraiment, je pense que dans le droit chemin. La situation la plus angoissante pour tous les parents que nous sommes, parce que vraiment, tout a été fait. Tout a été tenté dans tous les sens. Le dialogue, la claque, la répression, l'éloignement. Enfin, vraiment, on voit 2 parents. Ils en ont d'ailleurs, ils ont sacrifié leur couple dans cette histoire. Et c'est vraiment ça qui nous rend très inquiets. Ça veut dire que nos enfants, même si on leur donne tout, ils sont susceptibles de ne pas être satisfaits et de ne pas avoir leur vie remplie. Ça me rappelle une phrase qui a été écrite par je ne sais plus qui disait « Le propre de l'adolescence, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut, mais de le vouloir comme si sa vie en dépendait ».
Et c'est vraiment ça. Le fils de Romain, on a le sentiment que il y a quelque chose qui ne va pas, mais même lui n'est pas capable de savoir ce qui ne va pas. Donc il ne sait pas vers où aller pour trouver la bonne solution. Et pourtant, c'est un enfant qui cherche aussi la bonne solution, parce qu'il n'est pas bien dans sa situation de divaguer la nuit ou d'être dehors. Il n'est pas bien en prison, évidemment. Il n'est pas bien non plus à dealer à l'école. On s'en rend bien compte, mais on n'arrive pas à trouver la clé. Pourtant, ils ont tout essayé, ils ont vu des psys, etc. Ben, je crois qu'il faut continuer. Je crois qu'il faut véritablement, et peut-être que la solution, elle est dans le fait que ce soit à lui maintenant de prendre ça en main. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il faut continuer à l'accompagner, mais que ce soit lui le décideur maintenant. Facile à dire, Oui. pas facile à mettre en place. Merci en tout cas à tous. Je vous en prie. Merci d'être venus nous voir. Romain et Jacqueline, nous espérons vous retrouver très prochainement de l'autre côté du plateau. Et nous espérons que vous viendrez nous donner de bonnes nouvelles de vos enfants. Merci d'être venus nous voir, madame. Merci pour votre témoignage. N'oubliez pas notre rendez-vous chaque week-end en version féminin. Merci à Marc Légère, à bientôt. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous recevrons la grande championne de tennis, Marion Bartoli, ainsi que Grégoire, l'ancien attaché de presse de Michel Berger et France Gall. A tout de suite, merci. Dans l'Histoire continue, nous retrouverons deux invités qui avaient réalisé leur rêve. Gagner Wimbledon pour Marion Bartoli, la joueuse de tennis. J'avais tellement rêvé de ce moment-là que j'arrivais pas à m'imaginer que j'avais pu le faire. Et travailler avec Michel Berger et France Gall pour Grégoire, l'attaché de presse. Quel lien avez-vous tissé avec ce couple? Des liens d'amitié, forcément. Et puis en plus, il me faisait beaucoup de confidences. C'est vrai que Michel me confiait vraiment ses tourments les plus profonds. Aujourd'hui, tous deux se lancent de nouveaux défis. Aujourd'hui, moi, je suis à la fois encore un peu sportive, mais femme d'affaires. Je parle de Michel Berger, il y a les lumières sur moi. Il faut que j'affronte ça. C'est ce que je voulais. Eh ben, je l'ai. La suite de leur incroyable destin, ce sera dans quelques minutes.